Bonsoir à toutes et à tous. Depuis 7 ans, la France est en guerre au Sahel et elle s'y enlise au nom de la lutte contre le djihadisme. Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent et réclament le départ du dispositif militaire français Barkhane ainsi que des forces de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSMA. Elles sont jugées incapables de faire face aux terroristes et elles sont accusées d'aggraver les problèmes et de nourrir la menace. On va en débattre avec René Bachmann, journaliste à Mediapart, qui nous éclaire avec notre correspondant Rémi Carayol depuis de longues années sur cette poudrière sahélienne. Bonsoir René. Bonsoir Rachida. Alors on l'a entendu, Emmanuel Macron était à Pau en début de semaine pour un sommet qui réunissait le président français ainsi que les forces du G5 Sahel, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Ce sommet devait avoir lieu en décembre, mais il a été repoussé après une attaque revendiquée par l'organisation de l'État islamique qui avait fait 71 morts au Niger. Ce sommet n'a pas fait taire les critiques. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous faire le bilan de la situation aujourd'hui au Sahel? Oui, on peut essayer. En tout cas, il n'a pas fait taire les critiques pour une raison très simple, c'est qu'il n'a pas répondu aux vraies questions. Pourquoi n'a-t-il pas répondu aux vraies questions? Parce qu'il a apporté des réponses militaires à des questions qui ne sont pas militaires. Le problème du Sahel aujourd'hui n'est pas d'abord une question militaire, c'est d'abord une question politique. Et la France, depuis le début, c'est d'ailleurs l'erreur dans laquelle elle s'enferre, je dirais qu'elle s'ensable depuis le début, la France s'efforce de trouver des solutions militaires à un problème qui n'est pas essentiellement militaire. Il y a une composante militaire à laquelle il faut apporter des réponses militaires, et on le fait. Je crois qu'on ne le fait pas si mal que ça. Mais pour le reste, on le fait très très mal. Donc le reste, on a d'abord mal évalué la vraie nature du problème. Et deuxièmement, à cette mauvaise évaluation, on a donné de mauvaises réponses comme on pouvait s'y attendre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même après ce sommet de Pau, on n'a toujours pas trouvé de bonnes solutions pour répondre au problème du Sahel. 7 ans de présence française, c'est extrêmement long. Est-ce que tu dirais que c'est un Afghanistan français? Ça pourrait être un Afghanistan français, on ne sait pas encore comment ça va évoluer, mais en tout cas, ça se présente très mal. Rappelons-nous les conditions dans lesquelles cette histoire du Sahel a commencé. C'était en 2013, en janvier, il y a 7 ans. Hollande a lancé une opération contre le Sahel, enfin au Sahel. Il s'agissait à l'époque d'atteindre 3 objectifs. Le premier objectif, c'était d'empêcher les djihadistes de s'emparer de Bamako. Le deuxième objectif, c'était d'essayer d'empêcher les djihadistes de s'enraciner dans le nord du pays. Et le troisième, c'était d'essayer de faire en sorte que l'État malien reprenne le contrôle de son propre territoire. Le premier objectif a été atteint sans trop de difficultés, vu la différence des forces entre l'armée française et les djihadistes qui étaient sur place. Ça a été réglé assez vite. Je me rappelle de ce truc un peu ridicule de Hollande se pointant à Tombouctou au milieu des parachutistes et disant que c'est le plus beau jour de sa vie parce qu'il avait libéré le Mali. Bon, il avait libéré Tombouctou et Bamako, mais le reste du problème n'était pas résolu. En particulier, les 2 autres questions qui se posaient et les 2 autres problèmes n'étaient pas résolus. L'année suivante, quelques mois après, donc en août 2014, il a décidé de transformer, comme il s'était rendu compte que le problème persistait, qu'il y avait toujours des éléments armés dans le nord, il a décidé de transformer l'opération Serval en opération Barkhane. Et cette opération Barkhane qui perdure jusqu'à aujourd'hui, qui n'a donné que des très faibles résultats. Et d'un pays, elle s'est élargie à plusieurs pays, puisqu'on était au Mali, puis aujourd'hui, Voilà. là, il y a une Et c'est l'une des composantes du problème d'ailleurs, parce que on avait des effectifs qui étaient à peu près ceux de l'opération Serval, un peu augmentés, bien entendu, qui sont à peu près de 4500 soldats. 4500 soldats, une demi-douzaine d'avions, une vingtaine d'hélicoptères, à peu près 500 blindés à roues. Pour couvrir une superficie, il faut bien se représenter ça, parce que c'est assez épouvantable. La superficie que ces gens-là sont censés protéger s'étend, grosso modo, si on la rapporte à l'Europe, à un lieu qui irait de Brest à Kiev et de Copenhague à Rome. On imagine la superficie que ça représente, tout ça pour 4500 soldats et une dizaine d'avions. C'est démesuré comme tâche. Et en grande partie, une étendue désertique. En grande partie désertique. Est-ce que tu peux nous parler de la zone des 3 frontières? Alors la zone des 3 frontières, il faut en parler effectivement parce que c'est le pire lieu. C'est le lieu de tous les combats. C'est le lieu actuel de tous les combats les plus durs en tout cas. Et c'est là où ont été tués le maximum de gens dans les 3 derniers mois. C'est la frontière, c'est l'endroit où se rencontrent les frontières du Niger, du Mali et du Burkina Faso. C'est un endroit qui est très difficile de protéger,
où les groupes armés, on ne sait pas très bien d'ailleurs lesquels, il y en a plusieurs groupes armés, mais les groupes armés s'y sont installés avec une certaine énergie et tiennent très bien cette région, à tel point que les armées des trois pays ont beaucoup de mal, et les armées des trois pays payent très cher leur présence dans ce coin-là. D'ailleurs, d'après ce qui s'est passé à Pau, au sommet du Sahel avec Macron, je crois que Macron a décidé d'envoyer 220 soldats supplémentaires. J'ai cru comprendre que les 220 soldats seraient affectés spécialement à cette région-là pour essayer de rétablir un peu de sécurité dans ce coin, parce que on sait que c'est au cœur du dispositif. Si le cœur du dispositif devient vraiment intenable, on ne pourra rien tenir de plus. D'accord. Dans ton article, tu cites le chercheur Roland Marshall. Le centre de la crise n'est pas le djihadisme, mais le fonctionnement des États sahéliens. Aujourd'hui, est-ce que la présence militaire française n'est pas devenue une sorte d'assurance-vie pour les régimes en place, au-delà de la menace terroriste, et de fait une garantie qui les prévient de toute opposition, de tout coup d'État? Oui, on peut dire ça, hélas, on peut dire ça. Le problème, c'est que la nature du conflit entre les États sahéliens et les groupes djihadistes n'est pas uniquement une question religieuse ou politique. Elle tient aussi au fait qu'une partie des populations dans ces pays se sont tournées contre leur État parce que l'État les délaisse. Oui. Il y a des tas de régions dans les 5 pays du Sahel, en particulier au Mali, au Niger, au Burkina, au Tchad, qui sont complètement abandonnés par l'État. Il n'y a plus de système médical, il n'y a plus de système policier, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus rien. Et dans ces régions-là, les habitants ont plutôt tendance à avoir confiance à celui qui est armé et qui les protège. Et celui qui est armé et qui les protège, jusqu'à présent, c'est plutôt le terroriste, le djihadiste, que l'armée du pays. Parce qu'il faut dire aussi une chose qui est importante à souligner, c'est que les armées de ces 5 pays ne sont pas réputées pour leur respect forcené des droits de l'homme. Et quand elles occupent leur propre territoire, elles se conduisent très très mal. Donc, on est devant un problème là très important, qui est celui de savoir comment on contrôle ce territoire. Et nous, on n'a pas résolu le problème de savoir comment contrôler ce territoire. Maintenant, ce que le gouvernement français essaie de faire, c'est-à-dire promouvoir une espèce d'association qui s'appellerait, son nom précis, c'est la Coalition pour le Sahel. Oui. C'est un simple changement de nom, ça n'est rien de plus. Parce que de quelle force serait composée cette coalition? De l'armée française, des éléments du G5 Sahel, c'est-à-dire les 5000 soldats appartenant aux 5 pays impliqués, et grosso modo de quelques autres unités qui viendraient des pays qui se sont impliqués là-dedans, de la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, la Lituanie et deux ou trois autres, pour l'instant. Macron souhaiterait qu'il y en ait beaucoup d'autres, ce serait mieux pour tout le monde qu'il y en ait beaucoup d'autres, mais très peu de gens sont intéressés par intervenir au Sahel. Donc, pour l'instant, la France est en train de s'enliser dans une situation de laquelle elle ne peut pas sortir. J'ajoute, il y a un autre problème auquel on n'a pas trouvé de réponse, et on n'a peut-être même pas cherché de réponse, c'est le problème des débats ou des conflits entre les ethnies, les unes étant, disons, cultivatrices et les autres étant les éleveurs. Ça pose un très gros problème. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve là face avec la question du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique a réduit le nombre les quantités des terres disponibles pour faire de l'agriculture. Elle a aussi réduit du même coup la quantité des terres disponibles pour l'élevage. Ce qui fait que les mêmes gens, avec les mêmes troupeaux, habitant sur les mêmes lieux, se trouvent dans des conflits de plus en plus aigus pour se partager la terre. Et les uns, qui sont les Peuls, par exemple, qui sont des éleveurs, sont très soucieux de garder leur possibilité d'élever leurs animaux et de ne pas se faire prendre leurs terres par leurs adversaires, par les autres tribus. Et les islamistes ont repéré chez les Peuls cette disposition et ils en ont fait des alliés. Ce qui fait qu'ils sont, un peu, si on peut dire, pour un terrain aussi sableux, ils sont comme des poissons dans l'eau, parmi les Peuls. Et la réponse à cette solution-là n'a pas été trouvée. Elle a été trouvée simplement par les États sous une forme accidentelle, en créant des milices adversaires chez les Peuls, ou des milices parmi les Peuls qui s'opposent à la présence des islamistes. Mais ça n'est pas une solution. La solution à long terme, elle est encore à trouver. Dernière question, parce que nous allons devoir libérer l'antenne. On assiste non seulement à un rejet de la France et de la politique étrangère française, mais aussi à un ressentiment anti-français qui monte de plus en plus, notamment ces derniers temps avec les nombreuses attaques de groupes djihadistes qui se multiplient et qui touchent en premier lieu les armées nationales, les armées locales.
Est-ce que ce ressentiment français est nouveau? Au Mali, au Burkina, au Niger, il y a eu des manifestations anti-françaises qui ont été vraiment importantes. Est-ce qu'on a même des responsables politiques qui rejoignent cette contestation-là? Je me souviens Absolument. aussi de ce grand chanteur malien, Salif Keïta, qui avait accusé dans une vidéo virale la France de soutenir les terroristes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce ressentiment anti-français? Il existe et il est clair, il est évident, parce que jusqu'à présent, faute de trouver une solution, le gouvernement français n'a fait qu'une seule chose, c'est renforcer le gouvernement en place. Il ne les a pas tellement aidés à résoudre leurs problèmes, c'est-à-dire à améliorer leurs relations avec leur propre population. Ça, il les a très peu aidés en ça. Il les a même aidés à certains moments à se protéger contre des attaques rebelles qui n'étaient pas des rebelles islamistes. Je pense à ce qui s'est passé il y a quelques mois, au début de l'année dernière, au Tchad, où un jour il y a eu une colonne rebelle qui voulait s'emparer du pouvoir que détient Idriss Déby. Qu'a fait le gouvernement français? Le gouvernement français a envoyé un avion survoler cette colonne à très basse altitude pour lui montrer qu'elle avait tort de vouloir attaquer Idriss Déby, lequel Idriss Déby était détesté par sa population. Ça ne veut pas dire que la colonne qui arrivait aurait libéré le Tchad d'un tyran et ne l'aurait pas remplacé par un autre, j'en sais rien, on ne peut pas le savoir. En tout cas, la France a pris la décision de défendre Idriss Déby. Ça a renforcé le sentiment chez les gens, des habitants de ces pays-là que Paris est là pour défendre les régimes en place, pas pour les aider à se transformer. Et ça, c'est le principal défaut de la présence française sur le terrain, c'est qu'elle a décidé de protéger les régimes tels qu'ils sont des attaques djihadistes sans les aider, ou sans les forcer, ou sans les contraindre à s'améliorer et à gérer leur territoire et leur population de façon plus acceptable. Merci René pour cet éclairage. Je vous renvoie vers les articles de René, mais aussi ceux de notre correspondant Rémi Carayol sur Mediapart.